Quand tu es aidant, tu n'as pas de plan B, tu dois t'adapter. Voilà comment est né Plan A, Plan Aidant. Pendant 15 ans, Sigrid Jod a été l'aidante de sa mère, atteinte de la maladie de Parkinson. En avril 2020, elle lance Plan Aidant, un podcast qui donne la parole à celles et ceux qui accompagnent au quotidien un proche en situation de fragilité, un parent âgé en perte d'autonomie, un conjoint atteint d'une maladie chronique ou un enfant en situation de handicap. À l'âge de 18 ans, Emeline devient elle aussi aidante. Par amour, mais aussi par devoir. Et alors que la maladie prend toute la place dans sa vie, Emeline tente d'aider, sans pour autant s'oublier. Vous écoutez Transfert, épisode 245, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Cette histoire, elle commence quand, j'ai 8 ans. Mes parents se séparent et je décide, de rester vivre avec mon père, parce que ma mère quitte le domicile familial. Elle va s'installer, avec mon beau-père. J'ai pas envie de laisser mon père tout seul et j'ai pas envie de quitter, mon école et là où j'ai grandi. Je me suis toujours, mieux entendue avec mon père et j'ai toujours été, la fille à papa, on va dire. J'ai toujours eu, plus d'amour pour mon père que ma mère et comme en plus c'est elle qui est partie au moment de la séparation, pour moi elle m'a aussi abandonnée donc je décide de rester avec mon père, ça me paraît plus logique en fait. Enfin, j'ai l'impression de pas avoir, vraiment le choix parce que sinon je le laisse tout seul et j'ai pas envie donc je reste avec lui. J'ai 8, 9 ans à ce moment-là et je découvre que, j'ai une demi-sœur et un demi-frère que mon père a eu d'un précédent mariage et j'étais pas au courant, on m'en avait jamais parlé parce que depuis que mes parents étaient ensemble, mon père avait coupé les ponts avec, ses enfants et donc on m'a jamais parlé d'eux et donc c'est quand, ils se séparent et que ma mère est sortie du tableau que mon père décide de reprendre contact, ou en tout cas ma demi-sœur reprend contact avec mon père et donc c'est à ce moment-là que je la rencontre, elle et sa petite famille, donc son mari et ses enfants. Il les a pas vraiment élevés, il a pas vraiment été présent pour eux et je pense que c'est quelque chose que mon demi-frère, n'a jamais, pardonné ou n'a jamais, su, passer au-delà de ça et ma demi-sœur, elle a eu, la force et la tolérance de passer au-dessus de ça et de se dire que, bah, on n'avait qu'un seul père et que, elle voulait saisir cette occasion de rentrer en contact avec lui, une nouvelle fois. Je rencontre, du coup seulement ma demi-sœur. Il y a pas de reprise de contact avec mon demi-frère parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de querelles entre eux. Ma demi-sœur, elle pardonne en fait toutes les choses qui ont pu se passer avant et je pense pas lui, donc du coup, il y a une certaine, rancœur entre les 2 qui se règle pas du tout, donc moi je vois des photos de lui, on me montre des photos en me disant que, bah, voilà, c'est lui mon demi-frère et tout. J'ai l'impression de découvrir que j'ai une famille et du coup ça me fait plaisir mais d'un autre côté, je me dis: «Bah, c'est fou parce que pendant tout ce temps, on on m'a caché, tout ça, on m'a rien dit du tout» et je pense pareil, il y a encore un peu un sentiment de trahison de, bah, pendant tout ce temps, vous avez su me cacher ça alors qu'en fait, enfin, je comprends pas vraiment pourquoi. Mais bon, sur l'instant, je suis quand même, petite et du coup, je suis juste contente de trouver, bah, des neveux et nièces avec qui, on va être copains et une demi-sœur, qui bon, est beaucoup plus âgée et est déjà adulte mais voilà. Je grandis avec mon père, c'est lui qui m'éduque, qui m'emmène à l'école, qui, enfin je vis avec lui et ma mère, comme elle a déménagé à Nantes avec mon beau-père, je la vois très peu et parfois je la vois pas pendant plusieurs mois parce qu'elle fait pas vraiment l'effort de vouloir me voir ni de venir me voir et donc du coup je grandis avec lui et c'est lui qui vraiment s'occupe de moi et en fait on crée une relation, hyper fusionnelle, père-fille où vraiment je suis, un peu la prunelle de ses yeux, si on peut dire ça, parce que, déjà il me donne beaucoup d'amour et sûrement un peu, de cet amour qu'il a pas donné à ses autres enfants. Donc, il essaye, je pense, un peu de se rattraper de ce côté-là. Donc il est très protecteur avec moi et toute ma vie, enfin toute mon enfance, il me surnomme même, sa chouchounette et c'est vraiment, le surnom qui revient, tout le temps et qu'il a vraiment gardé, jusqu'à, même que je devienne adulte, en fait. Donc, j'étais vraiment, la fille de son père, quoi.
Arrivé à 18 ans, je pars en études supérieures et mon père a toujours voulu que je fasse des études supérieures, il voulait vraiment que je réussisse, enfin, c'était vraiment pour lui hyper important et je décide de m'orienter vers, une école, de design et en fait, elle se situe à Nantes, donc c'est à peu près 2 heures de route et donc ça veut dire que je quitte le cocon familial et je pars, emménager à Nantes, pour commencer, mes études et c'est un peu, à la fois, il est fier de moi parce que je fais des études et je vais en faire, mais il est vraiment très triste parce que, finalement, pendant toutes ces années, on a vécu juste tous les 2 et on était tout le temps ensemble et d'un coup, je suis plus là et il se retrouve tout seul dans cette grande maison et je suis à 2 heures de route, donc c'est pas si loin, mais pour lui, c'est énorme et du coup, il voit plus comment il va, gérer et faire son quotidien, sans moi. Il me fait beaucoup culpabiliser sur le fait que, pourquoi j'ai choisi une école si loin, pourquoi je voulais m'éloigner de lui, pourquoi je m'en vais. Finalement, il pense que je le fais contre lui un peu et je pense que c'est parce que c'est la tristesse qui prend le dessus et parce que, il s'était pas préparé à l'idée que je puisse partir un jour et que, bah, même si c'est que 2 heures de route, ça veut dire que quotidiennement je ne suis plus là et il est pas prêt à ça. Il se prépare pas et il essaye pas de se préparer et du coup, c'est, forcément très dur à vivre pour lui. À chaque fois que je reviens, c'est des discours comme, «Tu m'abandonnes, pourquoi tu pars si loin? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être parti? Tu fait ça pour me laisser tout seul». Ça me rappelle, le chantage affectif qu'il me faisait aussi quand, j'étais au lycée et que j'allais voir une psychologue. Il me tenait le même discours où pour lui, je faisais ça, pour le contrarier à base de, «Tu fais ça pour qu'on jette l'argent par les fenêtres, ça sert à rien, qu'est-ce que ça t'apporte, de parler à quelqu'un que tu connais même pas?» Je pense que mon père, il a toujours été quelqu'un de très pessimiste, très négatif dans la vie. Je pense qu'il a toujours eu, et d'autant plus quand, je commence à avoir une psy, je réalise qu'il a vraiment un profil, dépressif. Il ramène un peu tout à lui dès que ça devient dramatique parce qu'il n'arrive pas à voir le positif dans ce qui peut arriver ou ce pourquoi, je pars pour mes études et cetera. Il n'arrive pas à voir, ce que ça peut m'apporter ou ce que ça peut apporter de positif et donc du coup, pour lui, c'est forcément quelque chose de négatif et qui, du coup, est lié, enfin, est ligué contre lui, finalement. Au cours de cette première année d'études, je rentre régulièrement, donc à peu près un week-end sur 2, je rentre à Saint-Malo, pour être avec lui et au fur et à mesure de l'année, j'ai des amis à lui et nos voisins qui commencent à me dire que, il a des actions bizarres, il répète beaucoup de choses, il est très angoissé sur des sujets qui n'ont pas lieu de l'angoisser et ils répètent beaucoup et ils m'en parlent, ils m'en font part en me disant que ça les inquiète et que c'est sûrement lié au fait que, bah, que je sois partie, et qu'il a du mal à gérer son quotidien, sans moi et quand je rentre le week-end, je fais attention, à toutes ces choses-là. Je porte mon attention sur ses comportements, sur, les discours qu'il peut me tenir et je réalise, par moi-même que, il y a un petit peu de perte de mémoire, un petit peu d'oubli de certaines choses, qu'il répète beaucoup de choses et que comme en plus c'est une personne qui est donc pessimiste et un peu angoissée, ça a tendance à décupler cet oubli et ce stress finalement lié au quotidien. Je me dis que en fait, presque il fait exprès parce que, il veut me faire culpabiliser, de pas être là et parce qu'il est plus capable de se débrouiller tout seul et il me le fait, entre guillemets, «il me le fait payer». Et je remets un peu ça sur le compte de bah, encore une fois, du chantage affectif à ce moment-là. Du fait qu'il me fasse culpabiliser d'être parti et qu'en plus, lui, il a du mal à vivre sans moi, ça fait naître chez lui, beaucoup d'angoisse déjà et du coup, il devient forcément plus irritable, plus triste, plus angoissé et donc ça impacte forcément, ses relations et son quotidien. Il fait de moins en moins de choses, il sort de moins en moins souvent. Au quotidien, il est plutôt triste et tout ce qu'il attend, c'est le week-end où je rentre, à la maison. Je rentre, plusieurs week-ends, à Saint-Malo pour, passer du temps avec lui quand même. Ça confirme, les dires de mes voisins et de ses amis qui me disent que, il a des oublis, qu'il est très angoissé, qu'il est pas très bien. Donc je décide de l'emmener, voir son médecin traitant, qu'il connaît depuis, toujours, pour, un peu avoir son avis sur, bah, sur la situation et sur le fait qu'il est pas très bien depuis que je suis partie
et son médecin traitant, quand il le voit, il nous conseille à ce moment-là, d'aller voir un neurologue parce qu'il pense qu'il y a quand même beaucoup d'oubli, de perte de mémoire, qu'en plus il est très angoissé et que, ça vaudrait le coup d'aller voir un neurologue pour faire le point et déceler ce qui va et ce qui va pas. Il y a un peu les rôles qui s'inversent, où en fait il attend que je m'occupe de lui finalement. Je pense que c'est de ma faute s'il est comme ça et que c'est parce que je suis partie. Je me dis que, c'est la moindre des choses que je puisse faire, de m'occuper de lui et d'essayer d'arranger cette situation au mieux parce que, elle arrive et elle découle, de mon départ, en fait. Donc du coup, je prends, rendez-vous chez un neurologue, sur les conseils du médecin traitant et on s'y rend avec, mon père et le neurologue, en parallèle, il passe, un IRM du cerveau et on a rendez-vous avec le neurologue et à la suite de ça, le neurologue nous dit que, pour lui, c'est sûr, de par les examens, de scanner et les tests qu'il lui a fait passer, c'est, une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée puisqu'on ne peut pas, poser un diagnostic, ferme et sûr sur la maladie d'Alzheimer, donc c'est potentiellement ça ou une maladie apparentée. Je m'y attends un peu à ce moment-là. Mon père, lui, il comprend pas vraiment parce que, il sait qu'il oublie des choses, il sait qu'il est un peu stressé, que, il a tendance à, à s'angoisser pour rien, à un petit peu, radoter, oublier des choses, mais il met ça sur le compte de, bah, c'est normal, ça arrive, on peut pas penser à tout, donc il est un petit peu dans le déni à ce moment-là et c'est assez difficile pour lui parce qu'il y a des moments où il est persuadé que c'est pas grave et que tout va bien et que c'est pas une maladie, comme la maladie d'Alzheimer parce que pour lui c'est pas possible et que c'est normal qu'à son âge, on oublie des choses, qu'on peut pas tout retenir, que c'est normal. Donc il est vraiment dans un déni total, que ça puisse être, une maladie et il y a d'autres moments où en fait il prend conscience que, il oublie. Par exemple quand, il retrouve pas ses clés de voiture, il comprend pas où il les a mises, il met du temps à les chercher. Quand il les retrouve enfin, il se dit: Mais j'ai un problème, c'est pas possible, je deviens fou». Et pareil, quand il ne sait pas, quel jour on est, quelle date on est, quelle année on est et qu'il se trompe et que je lui dis que en quelle année on est ou quel jour on est, il réalise qu'il est complètement à côté de la plaque. Il est très triste dans ces moments-là parce qu'il prend conscience qu'il oublie des choses, que ça lui échappe et du coup, des fois, il pleure, des fois, il se met en colère contre lui-même parce qu'il s'en veut d'être dans cet état et d'oublier des choses, aussi, bêtes, on va dire. Face à ça, j'essaye, de le rassurer, autant que possible sur sa situation, sur, les oublis qu'il peut avoir. Moi, ça me fait un peu peur parce que je me dis que ça peut évoluer, que ça peut pas reculer, en fait, que ça partira à jamais. Donc ça me fait un peu peur. Je me dis, «Qu'est-ce qui peut se passer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui pourrait lui arriver?» Et sachant qu'il est tout seul dans sa maison et que moi, je suis à 2 heures de route, même s'il a des amis et des voisins, ils sont pas là au quotidien, avec lui et donc j'ai un peu peur pour lui, à la fois de sa sécurité, à vivre tout seul dans cette maison et aussi de comment ça peut s'aggraver et de comment ça peut aussi aggraver, la relation qu'on a et le fait que lui, il puisse être, malheureux dans cette situation, en fait. Depuis le diagnostic de la maladie, j'y pense vraiment tout le temps, tous les jours et je commence à m'informer, sur la maladie parce que je veux en savoir plus. Je veux savoir, comment faire, comment ça peut évoluer. Qu'est-ce qui se passe finalement dans son cerveau pour que ça devienne comme ça? Et quelles réactions je peux anticiper ou avoir face à lui quand il me tient certains discours, quand il a certaines angoisses et cetera? Je me renseigne sur, je lis beaucoup de livres et je me renseigne sur internet, j'essaye d'en savoir le plus possible, sur la maladie. Donc j'y pense vraiment très souvent. C'est devenu une part de mon quotidien finalement. J'informe ma demi-sœur aussi qu'il est malade du coup. Et pour elle, c'est un peu, enfin, c'est dramatique aussi pour elle. Elle est très triste, mais comme elle est, elle aussi, à distance, on va dire, elle se dédouane un peu. Elle ne propose pas son aide. Elle essaye pas de m'aider pour les démarches administratives, pour, la gestion du quotidien. Elle va pas le voir plus souvent, pour des raisons qui lui sont propres, mais elle prend pas le temps, en tout cas de m'aider, dans cette situation, en tout cas pas au début.
Ma mère, depuis que je suis en études supérieures, comme je suis, à Nantes, je suis dans la même ville qu'elle, ça fait qu'on se voit plus souvent et forcément quand, j'apprends la maladie de mon père, je lui en parle, je la tiens informée, et puis comme ça devient mon quotidien, je peux pas ne pas le mentionner. Donc je lui en parle, mais elle reste assez indifférente parce que, pour elle, elle a plus rien à voir avec lui et donc elle ça l'inquiète pas. Elle pose pas plus de questions, elle m'en parle pas, sauf si moi je lui en parle et elle, tout ce qui l'inquiète, c'est plutôt que, c'est pas mon rôle de m'occuper de lui et que, j'ai mieux à faire, comme, par exemple mes études et donc elle me reproche beaucoup, de faire des allers-retours pour aller le voir, de m'occuper de lui finalement, de mettre en place, les démarches administratives, les aides à domicile et cetera. Elle me reproche de prendre la responsabilité de lui finalement et de m'impliquer autant alors que, je devrais pas et je devrais penser à moi et à mes études. Je me sens plutôt seule face à cette situation quand même parce que, déjà, j'ai un père, plus âgé que les pères de mes amis et donc je me suis toujours sentie, différente par rapport à ça. Et même si aujourd'hui, c'est plus un complexe d'avoir un père plus âgé, d'apprendre en plus sa maladie, je me sens seule malgré que je sois très entourée. J'en parle à mes amis, les plus proches. Je leur fais part de tout ce que je suis en train de vivre, mais ça n'empêche que je me sens très seule parce que je j'ai personne autour de moi qui vit la même chose et qui pourrait comprendre, la tristesse que je peux ressentir et la colère aussi parfois et la fatigue par rapport à ce que je suis en train de vivre. L'été, entre la première et la deuxième année d'études, je trouve un job, d'étudiant dans un EHPAD. Il y a une unité Alzheimer dans cet EHPAD et quand j'y vais, il y a à peu près une vingtaine de résidents dans cette unité et je prends conscience, des différentes évolutions que peut avoir la maladie, comment elle se caractérise chez certaines personnes et chez d'autres et ça me projette un peu sur, comment peut devenir mon père dans les mois ou les années à venir, sur, l'évolution de sa maladie, sur, comment il ça va évoluer et c'est très angoissant de voir comment ça peut, évoluer vite ou comment ça peut se dégrader, de manière, très violente. Mais en même temps, je me dis que, ça m'apprend sur, comment ça peut être, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux réagir et cetera, face à lui. Suite au diagnostic de sa maladie, puisque ça nécessite, de penser, à le mettre sous tutelle, de penser à faire des démarches administratives parce qu'il existe des aides financières, que, il peut avoir des aides à domicile pour pas rester tout seul et cetera. Donc je commence, toutes ces démarches finalement. Au début, il y a une assistante sociale qui est désignée et qui m'aide à faire les 1 démarches donc d'aide financière, auxquelles il peut prétendre. Ensuite, je remplis un dossier, de mise sous protection juridique et dans ce dossier, je fais la demande, d'une tutrice, aux biens enfin d'un tuteur aux biens, extérieurs et moi je demande à être la tutrice à la personne de mon père parce que je veux pas attribuer à un inconnu, la responsabilité de sa santé et de son corps finalement donc je fais cette demande dans le dossier et en parallèle, je mets en place des aides à domicile, qui viennent, quasiment tous les jours et des infirmières qui viennent aussi quasiment tous les jours pour ses médicaments, pour aller faire les courses, pour, le sortir. Je lui trouve aussi un accueil de jour dans lequel il peut se rendre pour, faire des activités, donc soit sur une demi-journée ou une journée entière, avec d'autres personnes qui ont des maladies, similaires ou la même. Je le fais toute seule et forcément ça demande beaucoup de temps et d'énergie, pour moi. Par exemple, le soir en rentrant des cours ou, le week-end où, je dois, gérer, des démarches administratives et du coup je le fais des fois sur mon temps le temps, que je devrais utiliser pour faire mes projets d'école, je fais ça à côté, à la place et j'en parle à mes amis, je leur dis tout ce qui se passe et moi, à ce moment-là, j'ai un peu des doutes sur, ma scolarité. Je me dis: «Bah, peut-être que, je dois raccourcir, mon temps d'études pour, m'arrêter plus tôt et puis pouvoir commencer à travailler et du coup gagner de l'argent et avoir plus de temps pour, m'occuper de lui et moins la pression des études et cetera». Donc je commence à me poser ces questions-là. Mais mes amis à ce moment-là, ils me disent que, ce serait une erreur de raccourcir mes études, que finalement, est-ce que j'en ai vraiment envie? Et c'est pas le cas, j'en ai pas envie, mais je me dis que c'est peut-être la meilleure solution. Et ils me disent qu'en tout cas, je devrais pas sacrifier mes études et ma vie, pour lui et que j'en fais déjà, suffisamment et que
Le mieux, c'est que j'essaye de jongler entre mes études et lui, mais sans pour autant sacrifier finalement mon futur. Et donc il m'encourage en tout cas à penser à moi et à ne pas tout laisser tomber, pour lui. J'ai 20 ans, ça fait 1 an à peu près que la maladie a dû être, diagnostiquée. Je rentre un week-end ou des vacances et comme d'habitude, on passe du temps ensemble, j'essaye de trouver des activités, qui puissent le distraire, j'essaye de le faire sortir à l'extérieur et cetera et en fait, au cours d'une discussion, je parle avec lui, il change de sujet et il me dit quelque chose comme, «Elle est où Emeline? C'est toi qui allais la chercher?» quelque chose comme ça et là, je comprends qu'il me cherche et je me dis, je suis un peu perdue à ce moment-là quand il me dit ça et du coup, je le regarde et je lui dis: «Comment ça, tu cherches Emeline?» Et en fait, là, je sens qu'il y a ça vrille dans sa tête et il a complètement perdu le fil et en fait, tout ce qui l'inquiète, c'est de savoir, où est sa fille. J'essaye de lui demander, pour lui qui je suis et il bug, il n'arrive pas à répondre et puis il réfléchit et finalement ça revient et il me dit que je suis Emeline et c'est fini. Mais du coup, moi, ça m'a mis un vrai coup de l'entendre, me demander où je suis alors que je suis devant lui et du coup, je me dis: «Ça y est, c'est le début de crises et de moments comme ça où il va pas me reconnaître, où il va me prendre pour quelqu'un d'autre», et c'est un peu horrible, d'en arriver à ce moment-là où finalement il me cherche alors que je suis là, quoi. Je commence à penser de plus en plus, avec la tutrice, qui a été désignée aussi, on commence à penser, à l'entrée en EHPAD parce que, le laisser tout seul chez lui, malgré les aides à domicile et les infirmières, ça ne suffit pas et ça reste quand même un peu dangereux pour lui. On commence à faire des démarches. Ma demi-sœur, elle m'aide. Je lui fais part de cette recherche, d'EHPAD et je sais que les listes d'attente sont parfois très longues. Elle décide de m'aider et de chercher des EHPAD autour de chez elle et finalement, un jour, je suis avec mon père et je reçois un coup de fil de ma sœur et je décroche et elle me dit, «Ça y est, on a une place en EHPAD», donc un EHPAD, à côté de chez elle. Elle me dit: «On a une place, ça y est, il peut rentrer, telle date». Peu de temps après, on met tout en place, je lui fais des affaires, et cetera. On prend 2-3 meubles et puis je l'emmène dans cet EHPAD où il va être et en fait, son état se dégrade, il fait de plus en plus de crises où il me reconnaît pas forcément, où il voit des choses qui n'existent pas et où des fois il me confond. Il a l'impression de me voir et comme il me cherche principalement, en fait, il me cherche très souvent. Je réalise qu'il cherche, sa petite fille. Il cherche, moi quand j'étais petite et donc ça me rend d'autant plus triste de savoir qu'il cherche, sa petite fille alors que je ne suis plus une petite fille. Donc c'est un peu horrible à vivre et en même temps, j'ai des fois le personnel de l'EHPAD qui m'appelle pour me dire que ou quand je viens, qui me dit que, bah, des fois, il confond, une des employées avec moi et que du coup, il devient un peu, harcelant avec la personne, qui travaille dans l'EHPAD parce qu'il est persuadé que c'est moi et donc il la suit partout et c'est aussi très perturbant pour le personnel, d'être dans cette situation. Donc là, encore une fois, je me sens encore, un peu coupable parce que je me dis: «Bah, c'est à cause de moi, en fait. C'est moi qui cherche partout, tout le temps et c'est à cause de moi qu'il est un peu chiant avec tout le monde, quoi». Je me dis que c'est sûrement parce qu'on a toujours vécu, tous les 2, que, on a toujours été ensemble et qu'on a créé cette relation fusionnelle père-fille, qu'on était tellement proches que, bah, maintenant avec la maladie, c'est décuplé. Enfin, c'est sûrement, de notre faute si aujourd'hui il est comme ça et qu'il a du mal à passer au-dessus, au quotidien, quoi. Et pendant toute cette période, je traverse, ce qui s'appelle, un deuil blanc et en fait, le deuil blanc, c'est quand on fait le deuil de quelqu'un qui physiquement est toujours vivant, mais qui, mentalement, n'est plus là et n'est plus la même personne que celle qu'on a toujours connue et c'est exactement ce qui est en train de se passer, c'est que, mon père, il est toujours là, il est toujours vivant, je peux toujours le prendre dans mes bras, mais dans sa tête, et quand je parle avec lui, c'est plus le papa que j'ai eu, toute ma vie et ce sera plus jamais, comme avant.
Enfin, le papa que j'ai connu pendant toute ma vie, il est plus là, en fait. Donc à la fin de mes 3 ans d'études, je peux rentrer en master et donc forcément la question se pose de m'arrêter maintenant parce que comme ça je pourrais être plus proche de lui et trouver un travail et cetera. Mais je me renseigne quand même sur les masters de l'école et en faisant les portes ouvertes sur les masters, en me renseignant, je découvre, le master, en Inde et je commence à y penser. Je commence à me dire: «Pourquoi pas?» J'aimerais bien, en fait, je me dis: «Pourquoi pas continuer, dans ce que j'aime, aller découvrir le monde?» Et forcément, je suis balancée entre, le fait de l'abandonner, de le laisser, et de partir aussi loin pendant aussi longtemps, puisque normalement, on est censé partir entre 1 an et 1 an et demi. Mais bon, en général, au bout des 1 an, on rentre quand même, l'été. Mais je me dis, «Bon, peut-être que c'est possible, je reviendrai, j'essaierai de revenir peut-être au bout de 6 mois». Enfin, j'essaye de faire un schéma dans ma tête où, je me dis: «Je peux partir tout en essayant de mettre de l'argent de côté pour revenir, au milieu de l'année» ou des choses comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de faire ce master et en même temps, je me dis, c'est vrai que, j'ai l'impression de l'abandonner et de le livrer à lui-même et finalement, je réalise que je le livre pas vraiment à lui-même parce que maintenant il est dans un EHPAD depuis quelques mois, il s'y plaît de mieux en mieux. Ma demi-sœur peut venir le voir, régulièrement et finalement, je prends conscience que si je pars, il va beaucoup me manquer, mais je vais pas lui manquer parce que, je lui manque déjà et il me cherche déjà partout, même quand je suis là. Donc que je sois, dans la même pièce que lui, que je sois à 1 heure de route ou à 10 heures d'avion, je réalise que, c'est à moi que ça fait de la peine de partir, mais que finalement lui, il verra pas la différence et il a plus la notion du temps et il comprendra pas, en fait. Donc je me dis que si ça lui fait pas plus de mal que je parte, alors dans ce cas, c'est moi que ça rendra triste, mais dans ce cas, je peux partir. C'est un peu le premier grand choix dans ma vie que je fais, égoïstement, et finalement, c'est vraiment l'aventure, quand on arrive, donc je suis avec 2 copines et en fait, on va de galère en galère un peu au début mais en même temps, on découvre un pays, et des habitudes de vie qui sont toutes nouvelles, et malgré les galères, en fait, on s'amuse beaucoup, on rigole beaucoup, c'est quand même un peu une, bouffée d'air frais et un peu le sentiment un peu d'être en vacances au début parce qu'on découvre un peu la ville, on découvre, les gens, on cherche un appart et cetera donc c'est un peu une nouvelle vie, un nouveau cadre et au début, c'est plutôt chouette. Et au bout de 15 jours, c'est un soir, on va se coucher et en fait, le lendemain, on doit aller à un festival, qui a lieu là-bas. Enfin, on doit aller visiter un endroit et cetera, participer à des événements et donc c'est un peu une grosse journée qui nous attend. J'essaye de dormir et en fait, j'arrive pas à dormir, donc ça m'arrive de faire des insomnies donc bon, bah, j'essaye de dormir, j'y arrive pas trop, je bouge un peu dans tous les sens et finalement, les heures, elles passent et j'arrive toujours pas à dormir et finalement, le matin, je pense qu'il est 5-6 heures, je dors plus, donc je me dis: «Bon, bah, c'est bon, on va se réveiller maintenant», donc je prends mon téléphone et je l'ai mis en mode avion, je le réactive et là, je vois des messages de ma sœur et des appels manqués de ma sœur. Donc je regarde et je vois qu'elle a essayé de m'appeler, je vois un message, elle me dit juste, «Rappelle-moi, c'est papa». Et je rappelle et elle décroche et on est en plein milieu de la nuit en France et nous, il est 6 heures du matin et ma sœur, elle décroche en pleurant et elle me dit, «C'est papa, il est mort» et en fait, j'y crois pas. Je me dis: «C'est pas possible, je rêve, quoi» et du coup, je me mets à crier non et je pleure beaucoup et donc elle m'explique, ce qui s'est passé. Elle me dit qu'il faut que je rentre en France, qu'il faut que je vienne, dès que je peux, la rejoindre et l'aider du coup, pour la suite, quoi. Donc je rentre pour 15 jours. Ça nous a laissé, entre guillemets «le temps de gérer toute la situation sur le moment» et donc du coup, bah, au bout de 15 jours, c'est assez normal que je reparte en Inde. Je suis dans un pays qui n'a rien à voir et il y a rien autour de moi qui me rappelle que, il existe ou que potentiellement il est plus là.
Du coup, je sais intérieurement que j'ai perdu mon père, mais ça me frappe pas au quotidien autant que ça pourrait me frapper en étant en France. Enfin, en parlant avec ma sœur, je vois qu'elle est beaucoup plus, impactée que moi, par son décès et donc je le suis forcément, mais ça me frappe pas autant, chaque jour et je suis pas forcément bien, mais je profite quand même, de mon année là-bas. Du coup, au bout des 1 an, on arrive dans la période, de Covid, donc en 2020. On fait toutes les démarches et cetera pour rentrer en France. On rentre et en fait, avec mes colocataires, on prend toute, la décision de faire une année de césure et moi, à ce moment-là, même si ça m'avait jamais traversé l'esprit et que je pensais jamais faire une année de césure dans ma vie, je me dis que c'est la meilleure solution parce que j'ai besoin de temps, pour me réhabituer, on va dire, à la vie en France et puis parce que, la situation sanitaire, elle est quand même un peu stressante et j'ai pas envie de rater ma dernière année d'études et de me précipiter dedans et parce qu'en plus, avec toutes les démarches administratives et la vente, de la maison familiale et cetera qui m'attend, je me dis que c'est mieux si je suis pas en cours et que pour une fois, je suis pas obligée de jongler entre, mes cours et ma situation familiale. Donc je prends cette année de césure et finalement c'est pas plus mal parce que, quand je rentre en France, ce qui est le plus dur, c'est que quand on rentre, bah, les familles de mes 2 colocataires, ils sont là, à l'aéroport et tout ça et que moi, il y a personne qui est venu me chercher. C'est un peu le coup de massue, quand tu rentres au bout d'un an, de voir que personne t'attend et que personne n'a fait, le voyage pour venir te chercher. Donc c'est un peu dur déjà et ensuite, bah, les choses, elles s'enchaînent assez vite parce que du coup, au début, je vis chez ma sœur. Donc on passe beaucoup de soirées à discuter de mon père, enfin de notre père, des souvenirs, de plein de choses et cetera. Donc il y a beaucoup d'émotions qui remontent à ce moment-là et puis je recommence à travailler dans l'EHPAD où je travaillais, en job étudiant et donc je suis reconfrontée à ce milieu-là, en fait, de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer et cetera et en même temps, je suis reconfrontée à un quotidien en France qui me rappelle que, bah, je démarre une nouvelle vie finalement, sans mon père et j'ai plus à m'occuper de lui. Il est plus là, j'ai plus à y penser, j'ai plus enfin, je peux penser à lui, mais j'ai plus à penser à lui et à ce qu'il faut faire, aux démarches administratives, en fait, tout le temps libre que je réservais pour lui, il est libre maintenant et donc j'ai plein de temps libre du coup et donc j'ai entre guillemets «un poids en moins» mais aussi j'ai aussi, bah, quelqu'un en moins. Du coup, c'est un peu difficile, au début de rentrer et d'être reconfrontée à cette vie en France sans lui, qui me paraît un peu vide quand même au début et en fait, je réalise, là, pour le coup, tout autour de moi me rappelle qu'il est plus là et donc j'ai un peu cette impression de commencer un vrai deuil, 1 an après finalement, qu'il soit décédé, quoi. À la fin de cette année de césure, je reprends donc, ma deuxième année de master et donc là, il faut que je choisisse un master en France et c'est assez naturellement que je me tourne vers un master, d'innovation sociale qui, du coup, traite de thèmes qui sont plus en rapport avec, l'humain et avec, comment venir en aide, à des personnes, qui ont des besoins spécifiques ou des, maladies ou des situations spécifiques. Moi, ça me parle vraiment à ce moment-là, j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. En plus, pendant 1 an, là, j'ai travaillé dans un EHPAD et donc j'étais vraiment baignée dans le sujet. Donc je veux vraiment continuer là-dedans et je veux vraiment que mon expérience et tout ce que j'ai pu apprendre, dans mon expérience personnelle puisse servir, dans mon métier et potentiellement à d'autres personnes. Donc c'est pour ça que je m'oriente vers ce master et que pendant cette dernière année, on fait un projet de fin d'études et on rédige un mémoire et que je décide de rédiger sur, la situation des aidants, familiaux de personnes âgées atteintes de maladies, neuroévolutives, donc comme celle de l'Alzheimer et je fais le choix de ce sujet parce que, bah, du coup, je réalise à ce moment-là que moi-même j'ai été aidante pendant, toutes ces années de mon père et que j'en avais pas forcément conscience et que finalement c'est un vrai rôle d'être aidant, d'un de ses proches et que si on a besoin d'aide, quelle qu'elle soit, on peut demander, quoi. Quand, mon père, il est tombé malade et qu'on a eu le diagnostic, j'ai commencé à prendre l'habitude, de le prendre en photo, assez régulièrement quand je venais, lui rendre visite et en fait, comme il aimait bien, aller se balader, au bord de la mer ou aller au restaurant et bah, dès qu'on faisait une activité comme ça, je prenais des photos de lui, quand on était dans ces différents endroits et je m'étais dit, en ayant ces portraits, ça me laisse un souvenir pour aujourd'hui, de tous ces moments qu'on a vécus ensemble
Et donc quand je suis rentrée en France, j'ai développé ces photos-là et je les ai accrochées, un petit peu partout, chez moi, à ce moment-là et même encore aujourd'hui, j'essaye et je prends l'habitude de prendre plus de photos et quand je peux, de développer, celles que je préfère pour, vraiment garder, une trace, un souvenir de tous ces moments que je passe avec mes amis aujourd'hui et qu'à l'époque, j'ai passé avec mon père et qui aujourd'hui, sont gravés sur ces photos, quoi. Vous venez d'écouter Transfert épisode 245, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique et musicale, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Dérochage, Hélène Carbonel. Prise de son, Johanna Lalonde. Réalisation, Victor Benamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.